Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Tous les matins, vous avez accès également à cette émission sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez dans la deuxième partie de l'émission. Encore 50 minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également sur Twitter, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons essayer de relayer vos messages dans un instant dans cette émission. Les GG sur Radio Espace. Une question ce matin, où en est-on avec la construction du dépôt de la pharmacie centrale de Guinée? Nous posons cette question ce matin. En juin 2017, il faut le rappeler, le feu s'est déclaré donc au dépôt des médicaments qui contenaient donc un stock essentiel de produits destinés donc à la lutte contre le virus Ebola ici à Conakry. Au lendemain, le Fonds mondial s'est engagé à financer donc la construction d'un dépôt moderne à Manéa, dans la préfecture de Koya, mais il avait exigé évidemment une contrepartie à l'État guinéen, un engagement qu'il a bien sûr honoré à printemps. Un montant de 17 milliards de francs guinéens donc va être décaissé. Un flou demeure sur sa gestion et une partie de l'argent se serait volatilisée. Enquête à suivre ce matin dans cette émission, enquête exclusive évidemment avec Moussa Moïse Silla qui prendra la parole dans un instant. Mesdames et messieurs, beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. Vous êtes très nombreux évidemment à réagir sur le 657 39 13 13. Ce premier message qui nous parvient: bonjour les GG, l'État doit mettre les bouchées doubles pour faire des tests massifs partout pour nous débarrasser ou moins en tout cas cette pandémie de Covid-19, parce que d'autres cas plus grave, il veut dire la corruption, le détournement des deniers publics. C'est Excellence Baldé guinéen qui nous envoie ce message. Allez, on y va avec Maki Dar es Salaam. Bonjour Moussa, la seule chose que peut faire nos procureurs est de filer donc les jeunes qui se battent pour le pays. Ils passent donc leur temps à nous suivre. Maki de Dar es Salaam, donc c'est un activiste en fait qui nous envoie ce message certainement. Bonjour les GG, cette insécurité est une mauvaise image pour la Guinée. Le gouverner autrement doit intervenir sur ce plan. Dieu soit loué. Dulde Fogo depuis Solo Primo à Conakry qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, bonjour la mine, j'ai hâte de voir le documentaire sur Kaloum. Donc ça serait donc dimanche à 20h50 sur Espace TV, je pense 21h, 20h50. En tout cas, lui il est du côté de Tanganyika, voilà, depuis Dixine. Bonjour les GG, Kerfa Labangoura depuis Kindi à Tafori. Le monsieur qui a été enlevé chez lui est toujours introuvable. Mais Lamine, nous sommes dans quel pays? Lui pose la question. Les autorités sont là pourquoi exactement? Si c'était pas la meilleure radio, on n'allait même pas connaître évidemment ce qui s'est passé de ce côté. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit, voilà, toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, bonjour Lamine. Lamine, il n'y a aucune raison pour l'ANSS de ne pas communiquer sur l'explosion des cas dans les universités. Cancan, c'est en Guinée, évidemment, c'est à l'image de toutes les villes du pays. Ils communiquent pour mieux sauver les contaminations. Mes prières et pensées aux frères d'Ansoko, Alpha Moussa Makadabi qui nous envoie ce message. Maintenant, sur Twitter, vous êtes très nombreux d'ailleurs aussi à réagir de ce côté sur le hashtag Espace GG. Excellence Timbo le Guinéen, bonjour les GG. Relatif au financement de ce projet pour la construction de ce dépôt de la pharmacie du côté de Manéa, dont montant a pris une autre
notre trajectoire, qui sont en charge donc de la gestion de ce projet, doivent donner des explications au pays, au peuple de Guinée. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Ousmane Le Noble sur Twitter, il se fait appeler comme ça. Bonjour à toute l'équipe. À mon humble avis, l'État doit fermer les universités pour mieux entreprendre des actes concrets pour barrer donc la route à sa propagation, car toutes les salles sont bourrées d'étudiants. Un exemple probable, donc je vous suggère de visiter l'université générale Lansana Conté ici à Conakry. Mamadou Dia au Guinée nous écrit tous les matins, c'est un auditeur fidèle évidemment sur Twitter. Bonjour les GG, pas que lui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi à chaque fois on me relaye le message de ce garçon. Bonjour les GG, il est impossible d'éradiquer donc cette maladie dans la mesure où les autorités ne font pas, ne font rien, voilà il veut dire. Merci beaucoup. On y va avec cet autre aussi, lui c'est Aboubakrine H6C sur Twitter. La Covid-19 est une maladie mondiale très dangereuse et l'État doit vraiment prendre ses responsabilités, ce qui veut dire, j'essaie de reformuler parce que c'est un peu compliqué. Mohamed le politologue également aussi un auditeur fidèle tous les matins évidemment sur Twitter avec la complicité de Poutine. Et bonjour les GG, je suis tellement d'accord avec Moussa, l'ANSS doit implémenter cette stratégie de test et vaccination. Cette stratégie me semble la bonne. Et tout ce qui manque dans la gestion de Covid-19, c'est le manque de stratégie et la bonne communication. #Guinée. Noumou sur Twitter également nous écrit: bonjour les GG, ce cas d'enlèvement devient inquiétant. Imaginez jusqu'à présent aucune explication et pendant ce temps la vie d'un Guinéen est en jeu. Le ministère de la Sécurité doit se bouger. Il est temps au moins en tout cas de sortir et de faire une communication, il veut dire. Nous restons avec Al-Ibra Ba qui nous écrit: je pense que il n'y a pas que les universités, il n'y a pas que les établissements de Cancan et l'Abbé qui présentent les cas de Covid. Les étudiants de Sonfonia sont plus exposés à la maladie que n'importe quelle couche. Le mieux est d'entamer donc un dépistage à tous les niveaux d'enseignement. Nous restons avec Sekoumar Balbolé aussi qui nous écrit encore une minute avec vous. Je pense qu'on ne peut pas vouloir lutter contre cette pandémie en comptant sur les dons de par-ci, par-là. Il faut que l'État se bouge et s'investit au maximum possible dans la lutte. Nous avons hâte d'entendre les autorités sur ce cas d'enlèvement. #EspaceGG. Nous restons avec cet autre aussi. Lui, il s'appelle Yumbuno. Il est sur Twitter. Le confinement n'est pas une suprématie. C'est être responsable en agissant pour un lendemain meilleur, surtout avec les mesures d'accompagnement. Le confinement n'a rien de contraignant. Lorsqu'on veut vivre sereinement, le gouvernement, attention à Corona Business 224, #EspaceGG. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit toujours sur Twitter avec Poutine Barry, le Gondouanais Lambda qui nous écrit: salut Lamine, salut les grandes gueules, un citoyen est enlevé depuis des dizaines d'heures, aucune nouvelle de lui depuis silence radio. Les autorités doivent nous parler. Quelle république? Voilà. Eh bien, lui, il se pose la question. Barry Koulidara qui nous envoie ce message. Youssef Kaba sur Twitter aussi. Nous finirons tous par nous rendre à l'évidence qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. En vérité, la vie ne va pas s'arrêter. Eh bien, elle doit continuer tout en s'adaptant évidemment à la crise sanitaire. Pour cela, il faut absolument appliquer donc les mesures barrières. #EspaceGG. Un dernier, Moussa Edi Erdogan qui nous écrit: bonjour les GG, juste rappeler l'attitude de l'État guinéen n'encourage personne à vivre ou à investir dans un pays où il n'y a pas de sécurité ni d'infrastructure de base. Assurer cette triste comme réalité, il nous faut une prise de conscience. Merci beaucoup. #EspaceGG. Les GG continuent avec Moussa Moïsila. On en vient évidemment à cette affaire, mon cher Moussa. On parle quand même de 17 milliards de francs guinéens. La genèse, on va essayer de savoir un peu plus avec toi, mon cher ami. Tout à fait. Nous reviendrons sur le dossier dont Antoine parlait tantôt, certainement dans nos prochains numéros. Alors, santé publique, j'ai intitulé ça, et l'enquête est à retrouver sur Inquisiteur de Babila. J'ai intitulé ça santé publique, où sont passés les 17 milliards de francs guinéens destinés à la construction du dépôt de la pharmacie centrale de Guinée.
Au lendemain de l'incendie donc survenu dans les entrepôts à médicaments de la pharmacie centrale de Guinée, le Fonds mondial va s'engager dans le financement de la construction d'un dépôt moderne à Manéa, dans Koya. L'État guinéen a mis donc à la disposition du ministère de la Santé un montant de 17 milliards de francs guinéens qui représentait la contrepartie exigée par le Fonds mondial pour donc l'aboutissement de ce projet. Mais depuis quelques années déjà, nous avons comme l'impression qu'une bonne partie de ce montant s'est volatilisée. Donc, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. On va faire un petit rappel pour que nos auditeurs comprennent, les téléspectateurs aussi, que la pharmacie centrale de Guinée, le nom découle de l'ancienne pharmacie d'approvisionnement appelée à l'époque Pharmapro, qui a été créée en 1950 à Mamou. Oui. Et il faut dire qu'à l'époque, c'était quand même une grosse société qui n'était pas créée que pour la Guinée, mais ça ravitaillait un peu une bonne partie de l'Afrique occidentale française, l'AOF. Donc c'était géré par l'administration coloniale. Mais au lendemain de l'indépendance de la Guinée, en 1960 exactement, cette société va être nationalisée et va s'appeler Pharma Guinée. C'est pourquoi certains doyens d'ailleurs, quand ils vous indiquent la pharmacie centrale, ils disent va à Pharma Guinée. Parce que c'est vraiment l'ancien nom au lendemain de l'indépendance que Sékou Touré a bien voulu donner à cette structure. Donc à cette époque, elle avait le monopole d'importation de tous les produits pharmaceutiques, couvrant ainsi l'ensemble des besoins nationaux. En 89, des réformes majeures seront engagées suite à l'avènement du nouveau régime qui vont aboutir notamment à de nouveaux statuts. Elle sera érigée plutôt, cette pharmacie centrale, en EPIC. Donc, et c'est par le décret D92/133 que cela va être fait le 17 décembre 1992. Cet établissement public, donc à caractère industriel et commercial, va prendre le nom de pharmacie centrale de Guinée, tel que connu de nos jours. Donc, la pharmacie centrale, c'est pas n'importe quoi. C'est donc un instrument puissant au service de l'État pour la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale, chargé de l'approvisionnement en médicaments essentiels génériques de qualité des structures, des ONG, de toutes les institutions impliquées dans le système de santé de notre pays. Oui. Donc, depuis des années, cette importante structure de la politique publique en matière de santé est coincée, vous pouvez le constater, entre le marché Madina et la mairie de Dixine. Vous avez comme l'impression qu'elle se fait bouffer des mètres carrés chaque année. Pourtant, il n'en est rien. C'est que l'époque à laquelle elle a été créée, cette époque est révolue de nos jours. L'extension de la pharmacie centrale devient une obligation parce qu'il y a de nouvelles maladies, il y a de nouvelles pandémies et il y a des épidémies d'ailleurs, donc il faut qu'elle soit agrandie. Donc je fais le constat que la PCG, qui est donc le point nodal de la politique logistique intégrée du ministère de la Santé, la porte d'entrée de l'ensemble des produits diffusés dans les structures publiques de santé en Guinée, a de sérieux soucis de stockage, de conservation des produits pharmaceutiques. L'équipe actuelle, à sa tête, Dr Konaté, Moussa Konaté, va porter d'ailleurs ce souci à l'époque auprès du gouvernement, mais aussi des partenaires de la structure. Des engagements seront pris de part et d'autre, mais avant la mise en exécution des engagements pris, le 17, au mois de juin 2017, un sinistre va se produire dans les locaux de la pharmacie centrale de Guinée. Les magasins de stockage, vieux de plusieurs décades, vont prendre feu. Un court-circuit en serait donc à l'origine. Donc des médicaments vont disparaître dans les cendres. Donc le 19 juin 2017, il sera mis en place, conformément au procès verbal d'une réunion d'urgence qui s'est tenue à la pharmacie centrale de Guinée, une cellule de coordination composée de 5 commissions techniques. À l'époque, Dr Moussa Konaté, directeur de la pharmacie, et le ministre, c'était Abdoulaye Diallo, il n'avait pas encore quitté, M. Diallo. Donc ils vont agir sur le terrain. Des partenaires vont manifester leur intérêt à doter la PCG d'infrastructures modernes de stockage des produits. Parmi ces partenaires, on compte l'un des plus importants appelé le Fonds mondial. Donc entre-temps, le ministre Diallo sera démis de ses fonctions et c'est Nyankwe Abdraman Diallo, voilà. Abdraman Diallo. Donc vous avez le Fonds mondial qui est l'un des partenaires sérieux à la construction de ce entrepôt-là. Le Fonds mondial, qu'est-ce que c'est? C'est donc un partenariat sérieux mais complexe qui a été conçu pour mettre rapidement fin à 3 épidémies. Le paludisme, la tuberculose et le sida. Voilà. Donc à ce titre, ce Fonds mondial mobilise et investit plus de 4 milliards de dollars à l'appui des programmes conçus dans au moins 100 pays dans le monde, y compris donc la Guinée.
Donc, ce fonds mondial qui va s'engager Les auprès grandes de gueules. l'équipe de Dr Moussa Konaté pour la construction de ces entrepôts du côté de Mania. Parce que l'équipe actuelle de la pharmacie centrale avait acquis ce domaine en bataillant pour vraiment avoir ce domaine de quelques situé du côté de Mania. Donc, le coût global provisoire de l'infrastructure à l'époque s'élevait à 6 287 167 $ US. Donc le Fonds mondial, en contrepartie, va demander à l'État guinéen de financer les travaux de viabilisation du site pour que vraiment le site soit accessible et puis aussi mettre en place le soubassement pour accueillir donc la superstructure de cet entrepôt-là. Donc la Guinée, pour sa part, pour sa contrepartie, va débourser 17 milliards de francs guinéens. Le président, au regard de l'importance du projet, donc va donner des instructions pour qu'on affecte 17 milliards au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au bénéfice de la pharmacie centrale de Guinée pour ne pas Les grandes gueules. ce bon projet-là. Donc, la PCG, la pharmacie centrale, attendait des experts du Fonds mondial dans le cadre du recrutement de l'entreprise qui allait effectuer les travaux de viabilisation du site. Mais entre-temps, le ministère va engager une entreprise dans des conditions pour le moins floues. 7 milliards de francs guinéens sur les 17 milliards vont déjà être décaissés rapidement. L'entreprise va engager les premiers travaux qui devraient durer normalement à la pose de la première pierre. D'ailleurs, par rapport à cette épidémie de première pierre, j'invite le réseau des journalistes d'investigation du pays, peut-être les agences qui luttent contre la corruption, à recenser l'ensemble de premières pierres qui ont été posées en République de Guinée, en tout cas depuis 2010 jusqu'à nos jours, pour que l'on sache pourquoi est-ce que ces premières pierres n'ont jamais connu de dernière pierre. C'est important parce que souvent, c'est un trou noir qui peut vous amener sur des dossiers très très importants. Donc, ça devait durer 18 mois et quelques mois plus tard, puisque les travaux n'avançaient pas au rythme voulu, une mission du Fonds mondial va venir sur le site de Mania. Elle va être déchantée complètement. Les travaux seront stoppés, les procédures en cours, de nouvelles procédures seront lancées pour le recrutement d'une nouvelle entreprise devant donc reprendre le travail qui a été fait par l'entreprise qui a bénéficié des 7 milliards. Des 7 premiers milliards pour lesquels en tout cas les travaux ont démarré. Parce qu'il fallait attendre que tout soit fait, mais quand on part au plus pressé dans ces conditions-là, c'est que on a quelque chose à y gagner. Donc on sort rapidement l'argent pour que ce soit fait. Et là, il y a une obligation de tout reprendre parce que ça ne répond pas du tout aux normes du Fonds mondial. Alors, entre-temps, c'est la Guinée qui ne bénéficie pas d'entrepôts modernes, qui n'a pas de dépôt confortable, commode en tout cas pour recevoir des produits pharmaceutiques. Je n'ai pas à vous apprendre que des produits qui ne sont pas bien conservés deviennent des poisons pour ceux qui vont les prendre. Donc, et qu'on n'est pas aussi à l'abri de nouveaux cas d'incendie du côté de la pharmacie centrale si on n'a pas ces entrepôts-là. Donc pour le redémarrage des travaux qui retardaient, le Fonds mondial va écrire au ministère de la Santé pour s'assurer qu'il reste dans les comptes prévus à cet effet 10 milliards de francs guinéens parce qu'il y avait 17 milliards. Ils ont sorti 7 milliards. Donc, le Fonds mondial va écrire au ministère de la Santé pour savoir s'il y a véritablement les 10 milliards qui restent. Parce qu'entre-temps, ils ont eu vent de beaucoup de choses. Une fois que le ministre actuel de la Santé va recevoir le courrier du Fonds mondial, il va, lui, à son tour, écrire à son homologue de l'économie et des finances un courrier dans lequel il va demander la situation du fonds destiné à la construction d'un dépôt moderne en faveur de la pharmacie centrale de Guinée à Manéa dans Koya pour un montant, le ministre de la Santé actuel dit pour un montant de 17 milliards 742 millions 293 000 francs guinéens, représentant la contrepartie de l'État guinéen dans la réalisation du projet. Le ministre de l'économie et des finances va répondre au courrier de son homologue en mentionnant qu'un engagement budgétaire à hauteur de 17 milliards correspondant à l'ordre de virement numéro 5087 du 11 octobre a été affecté par la direction des affaires administratives et financières DAF de votre département, donc du département de la santé, et que le ministre des Finances précise également à son homologue et qu'il ne s'agit donc pas de 17 milliards 742 millions 293 000 comme il l'a mentionné, mais plutôt de 17 milliards tout court. Et qu'il va renchérir en disant que ce montant a été consigné, les 17 milliards, dans les livres du Trésor public sur le compte 22 41 61, dont le compte générique est là, intitulé PGT, dépôt des services publics, qui est domicilié dans les écritures de la Banque centrale de la République de Guinée.
Et pour finir, le ministre de l'économie et des finances rajoute que 7 milliards ont été déjà décaissés par les services compétents du ministère de la Santé sur un montant de 17 milliards. Qu'ainsi, le solde disponible est de 10 milliards dans le compte. Le courrier-réponse du ministre de l'économie et des finances date du 9 décembre 2020. Le ministre Mamadi Camara, ministre donc de l'économie et des finances, va prendre le soin de joindre à son courrier une copie du solde du montant indiqué dans le compte dont je viens tantôt de parler, c'est-à-dire des 10 milliards. Domicilié à la Banque centrale. Exactement. Ouais. Donc, le courrier-réponse du ministre de l'économie et des finances sera envoyé au Fonds mondial, aux partenaires qui veut vraiment s'assurer pour lui dire, écoutez, ne soyez pas inquiets, nous avons dans nos comptes 10 milliards, c'est le ministre de l'économie et des finances qui l'a dit. Mais il se trouve que, en dépit de tout cela, les travaux à Manéa n'ont toujours pas repris. Ouais. Et malgré le décaissement de 7 milliards. Voilà. Ouais. Les décaissements ont permis de faire quelques trucs sur place. Ouais. Mais quand on a voulu relancer le processus, ça ne marche toujours pas. Donc ça a éveillé nos soupçons. Ça a éveillé nos soupçons. Nous avons tenté d'avoir les comptes du ministère de la Santé, mais en vain. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, on était dans le fléau de la Bayaguette. Ils avaient porté plainte contre 3 journalistes et autres. Donc, j'ai pas pu avoir accès, en dépit de la bonne volonté de mes sources. J'ai pas pu avoir accès. Mais de toute façon, le compte était séquestré à l'époque. Oui, je vais le mentionner. Voilà. Donc, le compte sur lequel les 17 milliards avaient été transférés, ce compte a été mis sous séquestre. Parce que c'est pourquoi mes sources n'ont pas pu me donner les documents. Donc, j'ai pas compris pourquoi un tel compte, un compte public pareil peut être mis sous. J'ai pas compris bien le processus. Donc, c'était pour ne pas quelqu'un puisse nous donner les documents. Alors, 2 sources. C'est-à-dire les relever. Exactement. 2 sources bien introduites dans les arcanes du Trésor public, de la Banque centrale, vont nous fournir un document important. Ce document est en réalité la situation du compte où étaient logés les 17 milliards. Donc, les 17 milliards qui indiquent donc les différents comptes du ministère de la Santé. Le ministère de la 3 comptes. Donc, le document que mes sources me permet donc de savoir que le ministère de la Santé a 3 comptes. Je vais les donner, c'est important pour la suite des choses. 022 30 26 0009. Alors, au moment où... Au lieu de 10 milliards, il n'y avait que 41. Il y avait que 41 millions sur le compte. Au lieu de 10 milliards. Alors, ma question, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais c'est un fonds public. Si le chef de l'État a demandé la mise à disposition, l'affectation de ce budget au ministère de la Santé, c'est parce qu'il sait que ce projet est hyper important. Évidemment. Vous donnez 17 milliards. Le partenaire vient avec près de 7 millions de dollars à investir sur le territoire national. Je pense que ce n'est rien demandé à la Guinée. Alors, si nous apprenons que ce montant est en souffrance, il est de notre responsabilité de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, au moment des faits, et précision importante, au moment où on mettait 17 milliards au compte du ministère de la Santé, le ministre de la Santé ne s'appelait pas Dr Rémi Lama, mais plutôt Dr Edouard Nyankwe Lama. Alors, la DAF ne s'appelait pas, je ne connais pas le nom de l'actuelle DAF, Madame Diallo ou Ba, mais la DAF s'appelait Zenab Dramé, Zenab Dabaya. Alors, nous n'accusons personne, mais je dis que nous sommes en droit de savoir ce qui s'est passé avec ces 17 milliards. Parce que c'est la part de chaque Guinéen apportée à ce projet pour permettre à nos hôpitaux de ne pas manquer, de ne pas être en rupture de médicaments essentiels, de médicaments génériques. Et surtout, ces 17 milliards représentent la volonté politique de l'État guinéen qui se soucie de la lutte contre le paludisme, qui tue beaucoup plus que tout ce que nous connaissons, de la lutte contre la tuberculose, de la lutte contre le VIH-Sida, parce que vous vous rendez compte s'il y a un manque des ARV pour nos malades atteints de VIH-Sida. Les dossiers en notre possession ont été envoyés, et précision importante, au procureur de la République, près le tribunal de première instance de Kaloum. Le dossier est là. Une copie a été envoyée à l'Agence nationale de lutte contre la corruption, parce que on sait comment ça fonctionne. Lorsque vous menez une enquête, on sort la justice comme une épouvante. Donc, le procureur est informé, l'Agence nationale de lutte contre la corruption, dont l'ancrage institutionnel est la présidence de la République, l'Agence nationale de lutte contre la corruption est également informée. Babila l'a fait. Donc, si rien n'est fait, le Fonds mondial, au regard du Fonds mondial, la Guinée va perdre sa crédibilité. La Guinée perdra le financement de cet ouvrage à Manéa et prendra un sacré coup en termes de financement, parce que chaque année, nous
soutien sur la politique, par exemple, de lutte contre le paludisme. J'ai parlé récemment d'une enquête sur le détournement des moustiquaires. Même les moustiquaires, on les détourne dans notre pays. Ben oui. Vous vous rappelez de cette enquête? Ouais. Donc, mais je veux mentionner une chose pour ceux qui veulent vraiment lutter contre la corruption. Vous savez, quelqu'un me disait, entre le Premier ministre et le Président de la République, le Président s'est mis entre le Premier ministre et certaines régies financières. Je commence à y croire. Pour ne pas que des enquêtes se fassent. Nous avons nos inspections des finances qui sont au chômage. Nous avons nos différents organes de lutte contre la corruption qui sont au chômage. Ça ne marche pas. Ils sont tous au chômage. Alors, pourquoi cela se fait? Je trouve qu'il n'y a pas de volonté politique au sommet. Dans le préambule, Lamine Guirassy, de la Constitution du 7 mai 2010, cette Constitution qui a été traitée de torchon, qui a été traitée de poubelle. Dans le préambule de cette Constitution, il était mentionné quelque chose d'important. Il était mentionné ceci. Il était mentionné que le peuple de Guinée mentionne, c'est à l'alinéa 3 du préambule, que le peuple de Guinée proclame sa volonté d'établir, sa volonté donc de promouvoir la bonne gouvernance, de lutter résolument contre la corruption et les crimes économiques. Ces crimes économiques, c'est mentionné dans le préambule, sont imprescriptibles. C'est dans le préambule de la Constitution du 7 mai qui est traité de torchon 2010. Dans notre nouvelle Constitution de la 4e République, il est mentionné quoi dans le préambule? Il est mentionné que le peuple, c'est-à-dire la Constitution qui a été vendue à tous les Guinéens à coups de bottes, il est mentionné que le peuple de Guinée, que nous réaffirmons, je ne sais même pas s'ils ont demandé mon avis, que nous réaffirmons notre volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption et les crimes économiques. Ceux qui ne disent pas, c'est que ces crimes ne sont plus imprescriptibles. Les crimes économiques ne sont plus imprescriptibles. Ils ont omis volontairement l'imprescriptibilité des crimes économiques et les actes de corruption. Et cette omission ingénieusement faite est symptomatique de la volonté du pouvoir actuel à lutter contre la corruption. Que nous ne prenions pas pour des tarés. Entre les deux constitutions, celle qui lutte contre la corruption, c'est celle de 2010. Parce qu'au moins, ces personnes qu'on a rassemblées un peu partout, ils ont eu quand même à l'esprit que les crimes économiques, c'était l'un des crimes les plus graves qu'une nation puisse subir. Parce que vous tuez plusieurs personnes, des milliers de personnes en même temps. Lorsque vous empêchez un village d'avoir le financement pour la construction d'un centre de santé, vous tuez une femme enceinte qui ne peut pas accoucher dans de bonnes conditions. Vous tuez un enfant mordu par un serpent qui ne peut pas être pris en soins d'urgence tout de suite. Vous tuez plusieurs personnes à la fois. Ce sont ces personnes-là, ces bandits à col blanc, qui auraient dû remplir nos prisons et non les prisonniers politiques. Voici un peu ce que je voulais mettre à la disposition de l'opinion publique, en réaffirmant encore une fois que ce n'est pas une chasse aux sorcières. Je me suis posé des questions sur la destination des 10 milliards restants dans ce projet de construction de l'entrepôt de la pharmacie centrale. Je ne vois pas du tout de bonne réponse pour l'heure. Peut-être à l'issue de cette émission, ceux qui étaient à l'époque à la commande là-bas, parce qu'un franc ne peut pas sortir des ministères sans qu'il n'y ait la signature du DAF ou de la DAF et du ministre de l'époque. Donc, les deux personnes concernées se connaissent. Il faut peut-être qu'elles s'expliquent, qu'elles donnent des explications. Je peux me tromper, mais au moins, nous avons l'exactitude que les travaux sont à l'arrêt depuis la pose de la première pierre. C'est une chaîne quand même, il y a une complicité à tous les niveaux. Parce que le ministère le ministère de l'économie, qu'on puisse faire, je vais dire, une lettre, justifiant comme quoi il y a quand même les fonds disponibles, de 10 milliards, et à la fin, vous avez le courrier. C'est pas le cas. Le ministre il y a une complicité jusqu'au niveau du trésor public. Justement. Vous avez ça, le courrier du ministre de l'économie et des finances. Je pense que lui, à sa décharge peut-être, il n'est pas allé au niveau de la PRU générale, il n'est pas là au niveau du trésor public pour savoir si les 10 milliards sont là-bas. Il aurait peut-être, à mon avis, écrit à ses services compétents, dans le circuit. Évidemment. Et peut-être en écrivant dans le circuit, il a écrit à quelqu'un qui est peut-être mêlé à cette histoire de disparition rocambolesque de ces 10 milliards. Et on aurait peut-être fait un jeu d'écriture en inventant cela, parce que quand vous regardez le relevé de compte qui est là, vous avez quelque part où c'est écrit Institut Public Santé, en bas, non, Pharmacie Centrale de Guinée. Vous avez comme l'impression qu'il mentionne que les 10 milliards tout ronds sont sur le compte de la Pharmacie Centrale de Guinée. Dans l'enquête, j'ai été rencontrer les responsables de la Pharmacie Centrale.
cet argent n'y est pas. Ouais. Cet argent n'y est pas. Alors, ce compte qui est là, normalement, l'argent ne devrait pas être là. Et déjà, on me dit que l'argent n'est pas dans le compte de la pharmacie centrale. L'argent aurait dû être où? Dans le compte du ministère de la Santé. C'est pour le ministère de la Santé que la pharmacie centrale a bénéficié donc que le président a mis à disposition ces 10 milliards de francs guinéens. Alors, dans les conditions normales, c'est donc sur le compte là que l'argent aurait dû se trouver. Donc, les comptes en francs guinéens du ministère de la Santé. Donc, on demande juste que des éclairages soient apportés sur ce dossier afin que un autre incendie ne soit pas déclaré là et qu'on ne soit pas quand même vu comme un pays, je sais pas moi, un pays qui n'est pas responsable. Vous savez, le Fonds mondial a déjà enquêté plusieurs fois en Guinée par rapport aux dons qu'il apporte au pays. Il y a eu beaucoup de détournements de quelques montants. Le cas des moustiquaires imprégnés est un cas illustratif. Mais avant cela, il y a des ONG qui ont été financées ici qui n'ont pas fait leur boulot. Et tout ça, c'est la Guinée qui en prend un sérieux coup. Donc, éclairez-nous. Voilà, éclairez-nous. Nous sommes en 2021 et vous êtes au pays d'Alpha Condé. Et si c'était ça le bonheur? À Kaloum, ville aux multiples facettes. Se réveiller au port artisanal de Boulbinet. Aller à la rencontre des vrais gens pour écouter la grande chanson et le pourquoi de Boulbinet Kimbeli. Yes! Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Ça se passe bien? Oui. C'est toi qui vas ici? Oui, on est là. Ah ouais? On est là. C'est moi ça. Bonjour. S'entretenir avec Madame la maire de Kaloum. Connaître l'origine des noms Tombo, Mankpa, Almamia, Temintaï. Se balader à Coronti le soir pour être à l'écoute des citoyens. Bonjour. Comment ça va? Amina. D'accord. D'accord. Amina. Merci beaucoup. Et si c'était ça le bonheur, à Kaloum, ville aux multiples facettes. Lamine Guirassi vous y emmène à la découverte du centre des affaires pour les uns et le gros village pour les autres. Un doc événement à vivre exclusivement sur Espace TV. Et si c'était ça le bonheur, à Kaloum, ville aux multiples facettes. Ce dimanche à 20h50 sur Espace TV. Espace TV, la télé des contrastes. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Évidemment, encore 15 minutes à passer ensemble. Vous l'avez suivi, mon cher Diba Minimono, cette enquête explosive de Moussa Moïsila. Oui. Ben voilà. Et des noms qui reviennent encore, non des moindres. Ouais. Moi, je me souviens aussi de cette enquête des 200 milliards. Il était dit à l'époque dans l'article qu'elle aurait quand même créé un déficit qui tournait autour de 100 milliards au niveau du ministère de la Santé. Donc si ce matin on nous parle de 10 milliards, c'est que je pense que ce n'est qu'un électron qui gravite autour du noyau. Ouais. Maintenant, pour revenir à l'enquête, certes aujourd'hui la nouvelle constitution, ce n'est pas prescrit, mais n'oubliez pas que dans les deux constitutions, jusque-là, on n'a pas mis en place la haute cour de justice. Parce que quelle que soit aujourd'hui la volonté de traquer ceux qui sont en train de piller nos ressources, si la haute cour de justice n'est pas mise en place, et le chef de l'État et les membres du gouvernement, personne n'est poursuivable. Je pense que c'est bon de tenir des discours pour dire nous voulons gouverner autrement, mais il faudrait que cette volonté soit aussi que le pouvoir réside dans l'action. Donc cela commence par la mise en place de la haute cour de justice. Ça indiquerait au peuple de Guinée que vous avez une volonté réelle de lutter contre la corruption. Ça, c'est un. Deuxièmement, les institutions aujourd'hui. L'agence nationale qui lutte aujourd'hui contre la corruption est mise en place, mais les moyens ne sont pas décentralisés. Vous avez également la Cour des comptes, normalement, qui devait jouer un rôle primordial dans l'audit des comptes à chaque année. Cette institution aujourd'hui n'existe que de nom. Donc, pour revenir un peu à l'enquête, il faut aussi rappeler une chose, c'est que cette action a des conséquences. N'oubliez pas qu'on parle aujourd'hui de paludisme, parce que si vous regardez un peu les zones d'intervention du Fonds mondial, on parle du sida, on parle de la tuberculose, on parle du paludisme. Ce sont des maladies, non des moindres, qui aujourd'hui sont en train d'occasionner des milliers de morts en Afrique, mais aussi en Guinée. Parce que si vous regardez les statistiques en Guinée, le paludisme, ça fait des centaines de morts. Vous avez le sida également qui fait la même chose. Donc ça veut dire que lorsque vous empêchez à ce qu'on puisse créer une infrastructure dans un pays qui peut stocker ces médicaments, c'est que vous êtes en train de façonner ou de prioriser la mort des milliers de Guinéens. Ça, c'est un crime qu'on commet contre le peuple de Guinée. Des personnes qui sont censées aujourd'hui créer des conditions sine qua non pour que le peuple de Guinée puisse se soigner, parce qu'un peuple qui est malade, c'est un peuple qui ne peut pas produire. Donc on ne peut pas parler de développement dans un pays où le peuple n'est pas à l'abri des maladies.
Aujourd'hui, le fait de détourner cet argent, entre guillemets, parce que pour l'instant, il faut attendre que peut-être que le procureur aussi puisse s'adjuger de la chose pour se prononcer dessus. Mais jusque-là, si on écoute cette enquête, ça veut dire qu'on est en train aujourd'hui de porter un coup dur au peuple de Guinée qui, normalement, devait être à l'abri de ces pandémies qui sont citées. Ça, c'est un aspect. Ouais. Le second aspect, c'est la grande gueule. Parce qu'on sait, à un moment donné, on parlait de l'AFD qui pouvait quand même se désengager par rapport au développement. Ouais. Parce qu'on avait parlé de détournement à l'époque. Aujourd'hui, on parle du Fonds mondial quand même qui donne plus de 6 milliards à travers le monde à des centaines de pays pour pouvoir lutter contre le paludisme, la tuberculose, mais aussi le sida. Ouais. Et la Guinée aussi n'est pas un reste. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des complicités, il y a des ramifications. Parce que pour que l'argent sorte au niveau du trésor public qui effectue le chèque, il faut qu'il y ait quand même des cadres qui s'expliquent sur la question. Pour que l'argent sorte au niveau des caisses de la Banque centrale, il faut que des agents aussi s'expliquent. Moi, je pense qu'au moment des faits, il faut que Niakoy et Mme Zénab puissent s'expliquer sur la question. Ouais. Même une fois encore, moi, je suis pessimiste. Je ne suis pas sûr que cela va aboutir parce que le chef de l'État, quand même, ça a été un pied de nez au peuple de Guinée en reconduisant cette dame. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle soit mise de côté d'abord pour qu'elle soit lavée de ce qu'on la reproche, mais ça n'a pas été fait. Et à mon avis, ce gouverne autrement sonne comme un slogan creux au lieu d'être une action forte pour pouvoir mettre fin à ce scénario. Diba, allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, partout dans le monde, toutes les administrations qui ont réussi, tous les gouvernants de n'importe quelle époque qui ont réussi quand même la lutte contre la corruption ont commencé par mettre en place, si on veut, un cadre de surveillance qui les concerne eux d'abord, avant même le peuple. Parce que si au niveau du peuple, la manne financière qu'on utilise elle est minime, au niveau des dirigeants, c'est beaucoup. Et c'est justement le contribuable guinéen. On a vu des exemples où des présidents de la République ou des premiers ministres, des ministres ont mis en place des systèmes pour qu'eux-mêmes ne soient pas tentés de pouvoir utiliser beaucoup d'argent. Ça passe par le contrôle, ça passe des fois par la réduction du train de vie, tellement de choses. Mais en Guinée, je pense qu'on est loin de cela. Ça fait quand même plusieurs années de gestion. Le président, à toutes les occasions, il manifeste l'envie de lutter contre la corruption. Il manifeste l'envie de pouvoir permettre une bonne gouvernance. Mais où en est-on aujourd'hui dans le résultat? Je pense que on ne doit pas se leurrer, on ne doit pas se mentir. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de mettre la base. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Diba a énuméré ce qu'il y a lieu de faire. Ouais. Sans ces instruments, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Maintenant, par rapport à l'enquête de Moïse, c'est un journaliste, c'est une investigation qui est faite dans toutes les nations, chacun son rôle. Le journaliste, il fouille, il trouve. Il l'a rappelé ici, il peut se tromper. Maintenant, la suite de ce travail, c'est qu'un procureur se saisisse et qu'on sache. Déjà, c'est fait, hein, voilà, il faut le rappeler. Hein, Moussa l'a dit. Hein, voilà. Oui, non, maintenant, c'est ce que je dis, qu'il se saisisse. Si c'est fait, qu'on essaie de prouver si ce que Moussa a révélé ce matin est avéré, et bien que les concernés soient punis. Dans le cas contraire, qu'on dise comment l'argent a été utilisé, parce qu'à date quand même, ce qui est visible, c'est effectivement le fait de savoir que les travaux ne sont pas en train de d'évoluer. Et mieux, d'ailleurs, en argent même d'entreprise. Mon cher Antoine. Je suis sonné. Sonné. Ouais. Je suis sonné à écouter ce que Moussa a dit. Et ce qui me choque le plus, c'est le fait que les mêmes noms reviennent. Ouais. Encore une fois, Nabaya qui revient. Et malheureusement, rien ne va se passer parce qu'Alpha Condé a décidé de jouer le protecteur, de jouer au grand-père en refusant d'agir. On l'a suivi récemment avec cette rencontre entre les ministres et le Congolais. Alpha Condé a dit clairement dans la salle qu'il a fait une sorte d'étude géopolitique, géophysique de la Guinée. Il a fait une géolocalisation pour savoir ce que possède chacun de ses ministres. Alpha a révélé que chaque ministre, il sait que chacun d'eux a au moins des appartements à Conakry. Ça, c'est le président de la République, devant un micro, devant les caméras de télévision, qui révèle aux yeux du monde qu'il sait que ses ministres détournent et que chacun d'eux a des biens qui ne sont pas forcément ce qu'ils gagnent par mois. Mais il ferme les yeux en disant que cette fois-ci, pour ce qui est du gouvernement autrement, celui qui faillit à sa mission va être sanctionné. Donc je vous pardonne. Pour les 10 ans passés ensemble, si chacun de vous a pu construire 10 villas ou des immeubles, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Je vous pardonne pour cela. Maintenant, pour ce qui est des 6 ans à venir, celui qui faillit à sa mission va être débarqué. Donc Zenab Bangoura, Zenab Nabaya Dramé a été pardonné. On lui a excusé tout ce qu'il a fait. Attention,
aussi. Il faut relativiser parce que pour le moment, le dossier est au niveau du procureur et le procureur il sait qu'aujourd'hui il est face au peuple de Guinée, il est devant l'histoire, il sait qu'il doit rendre justice. Mais moi, ce que je déplore, c'est le temps qu'on donne à la dame pour se fabriquer des preuves. Vous ne comprenez pas. Qu'elle quitte. Non. Même plus dans ton vin, s'il te plaît. Quoi qu'on lui reproche, qu'elle soit coupable ou pas, on lui a pardonné. Dès l'instant où le président dit lui-même qu'il sait que chacun d'eux s'est fait des choses à travers le pays et que pour sa nouvelle gouvernance, c'est lui qui va être sanctionné, je me dis que les erreurs du passé, on les met de côté. On va maintenant vers un nouvel horizon pour lequel personne n'a droit à l'erreur. Bien. Donc, Zénab Nabaya Bangoura, Dramé, que les Bangoura m'excusent ce matin. Ne dis pas c'est choquant. Comme tu as dit pour Sarkozy. Sincèrement, c'est choquant. Les grandes je gueules. me dis que il n'y a aucune sanction possible. C'est un pays où on a décidé de fermer les yeux sur tout, mais la réponse donnée par le chef de l'État aux enquêtes des journalistes a été claire. C'est que je m'en fous de ce que vous faites, j'agis selon ce que je ressens. Et donc je me dis que Moussa a fait un bon boulot, mais derrière, il n'y aura rien du tout parce qu'Alpha Condé en a décidé ainsi. Allez-y, tu seras étonné. Ça abasourdit même quand on apprend tout cela. Et vous savez, j'ai appris que le ministre chef du gouvernement, il devra être encore devant l'Assemblée nationale pour la politique générale du gouvernement. Oui. Et je veux bien savoir, parce qu'il est passé pour une première fois pour la politique générale du gouvernement, et quel bilan il a aujourd'hui de cette politique, de cette première gouvernance, parce que qu'est-ce qui a été son élément fondamental, son élément phare à l'époque, c'était la lutte contre la corruption. Ouais. Je plains encore la volonté était là, il faut le rappeler. Ce n'est pas une volonté. Si, quand c'était des mots. C'était des mots. Quand même. Non, c'était des mots. C'était pas des mots quand même. Oui, c'était bien parti. C'était bien parti. On a vu quand même deux institutions des moindres qui ont régi, qui ont quand même fait les frais. Mais peut-être on pouvait être dans la continuité. Après tout, quand vous vérifiez derrière, vous vous rendez compte que ce n'était vraiment pas la lutte réelle contre la corruption. C'était par endroit des règlements de comptes, c'était par endroit je sais pas, des faits, effectivement, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait dans tout ce qu'on sait aujourd'hui dans ce pays et que les enquêtes ne portent que sur deux individus et que ces deux individus, on ne sait pas quel a été l'aboutissement de toutes ces enquêtes, quel a été l'aboutissement de toutes ces accusations. Mais aujourd'hui, Paul Moussa Diawara continue à clamer son innocence de tout ce qui est dit, et shérif de la Lonagui, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, l'autre des chargeurs, on ne sait pas jusqu'où on est allé avec. Moi, je ne dirais pas que c'était de la volonté qui était là, mais il y avait des non-dits dans tout cela. J'attends bien le 7 avril prochain que le chef du gouvernement revienne dans les parlementaires, des nouveaux parlementaires, cette fois pour nous dire: j'ai pris des engagements dans la gouvernance passée de lutter efficacement contre la corruption. Voilà ce que j'ai. Parce qu'il n'a pas manqué de mentionner des chiffres à l'époque. Ce qui peut être aujourd'hui gagné en luttant contre la corruption dans notre pays. Est-ce qu'il a réussi à les capitaliser, à les avoir aujourd'hui? On attend bien le 7 avril prochain parlementaire. Qu'est-ce qu'il va en dire par rapport à cela? Et je me dis que le travail va se faire. Moussa a fait une très belle enquête. Mais après tout, on va dire encore que c'est un combat ouvert contre un individu, contre une personne, alors que ça n'a rien à voir. Lorsqu'on parle d'un DAF ou d'une DAF, ce n'est pas le nom, ce n'est pas la personne, mais c'est l'institution qui est là. Voilà. C'est ce qui intéresse. Ce n'est pas la personne de Nabaya, ce n'est pas la personne de Nyang, encore moins la personne de qui que ce soit, mais qu'on sache qu'aujourd'hui, par la faute de ceux qui sont... Le peuple a droit de savoir. Le peuple a le droit de savoir. C'est aussi simple par la faute de nos frères, que nos mamans sont en train de mourir, par la faute de nos frères, que nos sœurs sont en train de mourir, par la faute de nos frères, on manque d'infrastructures. Ce sont ceux qui distribuent les... Ton vin, on a compris. Non, je prends pas de vin. Je vais plutôt mettre du vin dans mon eau. Alors, je disais,
qu'il faut aujourd'hui que ces populations sachent de l'autre côté que si elles manquent d'écoles, elles manquent d'infrastructures, ce sont leurs fils, ce sont leurs filles qui leur refusent cela et qui sont à Conakry. Voilà. Le Conakry s'est rébellé ce matin. Allez-y. Bien sûr. Alors moi, je trouve que quand on s'alarme dans le pays suite au classement de l'indice de corruption que la Guinée occupe, moi je dis on ne doit pas s'alarmer. Ceux qui veulent vraiment que ce classement change doivent se lever pour lutter véritablement contre la corruption et ses effets. Nous sommes dans le top 50 quand même des pays les plus corrompus dans le monde. Vous avez 130 sur 180 pays qui sont concernés par ce classement-là. Je trouve, et nous sommes... La Guinée, c'est l'une des élèves les plus en termes de corruption en Afrique de l'Ouest. Je trouve que si on veut vraiment agir, c'est dans les actes que cela doit se prouver. Il faut donner à faire, à entendre et à voir à nos différents services qui luttent contre la corruption. Merci. Nos inspecteurs sont en train de chômer. Merci. C'est pas du tout normal. Merci. Certains font des rapports et les rapports vont mourir à la présidence de la République parce qu'il n'y a pas d'effet, ça ne suit pas. Merci beaucoup Moussa Moïse, merci à vous tous. On a terminé ce matin, félicitations. Cette enquête à retrouver évidemment sur inquisiteur.com, c'est bien cela, .net, voilà, inquisiteur.net, et pourquoi pas sur le site de la radio espacefmguinée.info. Grand merci à vous tous à l'international. Mesdames et messieurs, on a terminé ce matin. Merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission ici à la radio. Côté régie, Mamoudou Kondé était là, Mafata Sano, à toute l'équipe du côté de la régie. Merci à vous tous à l'international. Demain, c'est Madame Yoro que vous allez retrouver avec cette autre équipe. Merci à vous tous. Et puis sur Espace TV, les infos reviennent avec la rédaction. Sur Radio Espace, c'est Arnaud Bécher que vous allez retrouver dans un instant avec Zik. Laisse passer la matinée. Prenez soin de vous, qu'Allah sauve notre pays. Au revoir.